Bonsoir à tous, on va lancer l'atelier. On est bientôt 450 connectés, donc d'autres prendront le train en route. Donc merci pour votre présence. Cet atelier donc vise à présenter toutes les fonctionnalités de base de l'application Hygiène Rando, sachant que nous faisons d'autres ateliers pour les personnes un peu plus expertes ou avec une thématique, par exemple une thématique sécurité, le 13 juin. Donc on va vous donner ces informations pour pouvoir vous inscrire également à des prochains ateliers. Pour vous présenter un peu l'équipe qui est là aujourd'hui, je suis le cofondateur d'Ubicarta qui développe en partenariat avec l'IGN l'application Hygiène Rando. Alexandre est avec moi du coup du côté Ubicarta. Et ensuite, on a Sébastien et Xavier, côté IGN, qui vont tous les trois répondre à vos questions tout au long de l'atelier. Et à la fin, on prendra un peu de temps pour répondre de manière plus détaillée à certaines de ces questions. Donc, deux mots sur Hygiène Rando. Hygiène Rando, c'est une plateforme nationale qui permet de mettre en avant des parcours et des points d'intérêt pour les activités de plein air. C'est un projet que l'IGN a lancé il y a une dizaine d'années et pour lequel Ubicarta a développé une application mobile qui est disponible depuis juillet 2019. On va démarrer donc l'atelier en vous montrant comment télécharger l'application. Donc sur un appareil Android, je vais sur le Play Store, je vais lancer une recherche en tapant Hygiène Rando. Et là, donc je vois que j'ai la fiche de l'application qui s'affiche ici. Je vais l'installer. Et dès que l'installation est terminée, je vais pouvoir ouvrir l'application. Et de la même manière, si je me mets sur mon iPhone, je ne vais pas sur le Play Store, mais sur l'App Store. Je vais de la même manière rechercher Hygiène Rando. Et ici, avec le petit bouton télécharger, je vais télécharger l'application et la lancer. Donc, on reviendra plus tard sur l'iPhone si besoin pour répondre à des questions. Là, je rebascule sur mon appareil Android sur lequel l'application a été installée et je vais donc pouvoir l'ouvrir. Donc ici, au premier lancement, on nous demande d'accepter les conditions d'utilisation de l'application. Juste après, vous avez la possibilité de connecter un compte Hygiène Rando que vous aurez créé au préalable sur le site hygiènerando.fr. Si vous n'en avez pas un, vous avez un bouton ici pour aller le créer. On va pouvoir voir quelles sont les différences sur les fonctionnalités entre une utilisation avec et sans compte Hygiène Rando. Donc, on va commencer par vous présenter l'écran carte, qui est l'écran principal de l'application. Sur cet écran, on voit qu'il y a différents éléments, différents boutons. Chaque bouton, chaque élément a une fonctionnalité différente. Donc, on va commencer par le tout premier en haut à gauche, qui est cette petite boussole. Évidemment, sur cette carte, je vais pouvoir zoomer. Donc là, ma position n'est pas affichée actuellement, car je n'ai pas encore autorisé l'application à afficher ma position, mais on va y venir un petit peu plus tard. Et là, vous voyez qu'en plus de zoomer, je peux aussi tourner la carte, ce qui va permettre de l'orienter dans le sens qui me convient dans certaines situations. Et on va voir plus tard aussi qu'on peut orienter la carte grâce à la boussole de l'appareil. Donc la petite boussole, elle sert à remettre la carte au nord. Donc à chaque fois que vous cliquez dessus, la carte va se remettre au nord. Ensuite, on a une barre de recherche qui va nous permettre de faire nos recherches de parcours. Ça va aussi nous permettre de faire des recherches de lieux. Tout de suite après, le sélecteur de carte. Donc ça, c'est un bouton qui nous donne accès à tous les fonds de carte et toutes les données qu'il est possible de superposer au-dessus de la carte dans l'application. Ensuite, en descendant en bas à droite, un bouton bleu qui permet d'ouvrir le menu, qui permet d'effectuer des actions sur la carte. Donc vous voyez qu'on peut enregistrer un parcours, créer un parcours manuellement, donc en prévision de la réalisation d'un parcours, créer un point d'intérêt et signaler un problème. Ensuite, on arrive sur le bouton de recentrage qui va utiliser notre position. Donc, la première fois que je vais cliquer dessus, l'application va me demander si je l'autorise à utiliser la position de l'appareil. Donc, si je l'autorise, vous voyez que l'application m'a localisé au niveau de Bordeaux, où je me trouve. Et donc, en plus de voir ma position, j'ai un cône bleu qui indique la direction dans laquelle je regarde. Ce qui va me permettre, vous voyez que si j'appuie sur ce bouton, la carte est recentrée sur ma position. Et si j'appuie une deuxième fois dessus, vous voyez que là, la carte va s'orienter en fonction de la direction dans laquelle on regarde l'appareil. Et ensuite, pour remettre la carte au nord, je vais soit appuyer sur la petite boussole, soit de nouveau sur le bouton recentrage. Juste dessous,
on retrouve des informations sur nos coordonnées et notre altitude courante. Donc ici, on a nos coordonnées qui sont affichées. On a la possibilité de changer le format de ces coordonnées en faisant un appui prolongé. Vous voyez qu'on a beaucoup d'autres formats qui sont proposés. Et en faisant un simple appui, vous voyez qu'il y a un message qui nous dit que les coordonnées ont été copiées, ce qui va nous permettre de les envoyer à quelqu'un en faisant un simple copier-coller. À côté, vous voyez que lorsque la carte est centrée sur ma position, j'ai mon altitude qui est affichée. Et dès que je me déplace, vous voyez que au centre de mon écran, j'ai une croix qui va apparaître, ce qui va me permettre de connaître en fait les coordonnées de ce point-là qui se trouve au centre de mon écran, donc pile là où se trouve la croix. Et toujours en bas à côté des coordonnées, je vais cette fois retrouver la distance par rapport à ma position. Donc en partie gauche ici, on a une échelle graphique qui va nous indiquer la longueur sur le terrain de ce qu'on est en train de voir sur la carte. Et juste au-dessus, un bouton d'information qui va nous permettre d'afficher la légende de la carte en cours. On va voir maintenant le sélecteur de cartes avant de passer à la recherche de parcours. Donc le bouton en haut à droite. Donc ici, on retrouve donc la carte par défaut de l'application, qui est le plan IGN. Le plan IGN, c'est une carte simplifiée qui va donner accès à toutes les données IGN, mais avec une palette de couleurs qui est plus lisible, ce qui va nous permettre de mieux visualiser les données qu'on affiche au-dessus de la carte. On retrouve ensuite les photos aériennes. L'application donne aussi accès à des cartes mondiales, qui sont les cartes collaboratives OpenStreetMap, une version pour la randonnée, une pour le vélo, qui sont surtout très utiles lorsqu'on va sortir du territoire national, puisqu'elles vont nous permettre d'avoir une continuité d'affichage cartographique quand on passe la frontière ou lorsqu'on est dans un autre pays. On va se connecter sur l'application. Et donc là, on va passer tout de suite à la recherche de parcours. Donc je vais me remettre sur mon plan IGN. Dans un premier temps, je vais faire une recherche de parcours dans Bordeaux. On va voir ce qui est proposé, sachant que lorsque vous lancez une recherche de parcours, la recherche se fait sur la vue actuelle de la carte. Donc ici, on voit que dans la zone dans laquelle j'étais en train de regarder, j'ai 8 parcours proposés. Je vais pouvoir filtrer par activité. Donc parmi ces 8 parcours, il y en a 4 que je peux effectuer à pied et 4 à vélo. Ensuite, je vais pouvoir limiter en longueur. Donc, on voit qu'il y a des parcours qui sont très longs. Donc, si je veux faire du vélo uniquement dans la journée, je vais par exemple limiter à 30 km. Et là, on voit qu'on n'a plus que 2 parcours proposés. Et on peut, de la même manière, limiter en niveau de difficulté ou on peut filtrer uniquement sur les données de référence. Je vais pouvoir ensuite afficher ces parcours. Donc là, on voit que les parcours s'affichent sur la carte. Et donc, en appuyant sur leur point de départ, je vais pouvoir afficher le tracé. Donc là, on voit que c'est un parcours qui fait une boucle au sud-est de Bordeaux. On retrouve ici, sous l'écran carte, la liste de mes parcours et on retrouve ici la longueur du parcours, le titre, la difficulté et on peut de cette manière-là sélectionner des parcours directement depuis cette liste. Donc là, c'est une boucle qui est un peu plus courte et si on veut en savoir un petit peu plus sur le parcours en question, on va cliquer sur le bouton « Voir la description » qui va nous ouvrir la fiche du parcours. Donc là, on trouve plus d'informations sur le parcours. Donc là, on est sur la fiche parcours. On voit qu'on a en haut des indicateurs qui nous permettent de voir si le parcours est en favori. Donc par exemple, si c'est un parcours qui m'intéresse, je vais tout de suite pouvoir le mettre en favori. On va revoir plus tard toutes les actions qui sont liées au parcours. Et j'ai aussi la possibilité de le télécharger, etc. Donc sur cette fiche parcours, on trouve de nouveau la longueur du parcours, la difficulté, l'activité. On a ensuite accès à des photos, pour certains des parcours en tout cas. On retrouve ensuite l'auteur du parcours. Donc là, il s'agit de Gironde Tourisme. On a la possibilité, grâce à ce bouton, d'aller voir la communauté Gironde Tourisme afin de retrouver d'autres parcours qui ont été créés par Gironde Tourisme. Et ensuite, on retrouve la description du parcours. Et plus bas, donc là, je passe volontairement sur la carte hygiène. Donc ça, c'est la carte hygiène de Bordeaux. Donc on a accès via ce bouton, on a la possibilité d'aller acheter la carte papier sur la boutique hygiène. Et donc sous cette carte, les boutons à côté des points de départ et d'arrivée nous permettent de lancer une navigation
avec une application de navigation afin de rejoindre ces points-là. Et ensuite, on va voir les autres onglets. Donc ici, on est sur l'onglet description. On a ici le profil de dénivelé. Donc là, évidemment, il est tout là. On retrouve également les dénivelés positifs, négatifs et les altitudes maximales et minimales. Ensuite, pour certains parcours, on va avoir des points d'intérêt. Donc là, on voit qu'on en a un certain nombre sur ce parcours. Et donc, pour chacun des points d'intérêt, on a une fiche correspondante. En cliquant dessus, on se retrouve sur la fiche du point d'intérêt. On a également la possibilité de voir les photos en grand. Et si je ferme mon point d'intérêt, je reviens sur mon parcours. Donc, si ce parcours m'intéresse pour aller faire du vélo dessus, par exemple, je vais pouvoir le télécharger. Et dès lors qu'un parcours est téléchargé, il reste stocké sur notre appareil. Le parcours téléchargé, on le retrouve ici, donc dans la section données, dans parcours-hygiène-rando.fr. Hop, je vais filtrer ici sur les parcours téléchargés et vous voyez que je retrouve tout de suite le parcours qu'on a retrouvé sur la recherche, que j'ai téléchargé et que je vais pouvoir retrouver facilement. Donc simplement, en appuyant dessus, ça va me rouvrir la fiche du parcours. On va voir maintenant les autres actions liées au parcours. Donc on a vu qu'avec ce bouton bleu, on a la possibilité donc soit de télécharger, maintenant qu'il est téléchargé, on va pouvoir le supprimer par exemple. On a aussi la possibilité de le mettre en favori, ce que nous avions fait tout à l'heure. On a aussi la possibilité de le cacher sur la carte, c'est-à-dire que par défaut, tous les parcours vont s'afficher sur notre carte. Si on veut en cacher un parce qu'il nous encombre, on a la possibilité de le cacher. On va également pouvoir le partager avec nos amis. On a la possibilité de l'exporter au format GPX ou KML, ce qui va permettre de l'utiliser dans d'autres applications. Par exemple, sur une application de montre connectée, le fait d'exporter le fichier du parcours va permettre de l'utiliser sur cette montre. Et donc, on a vu qu'on peut le supprimer également. Et on peut aussi télécharger la carte de ce parcours. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'application va automatiquement télécharger la carte le long de ce parcours afin qu'elle soit disponible hors connexion. On va voir qu'on a une autre possibilité aussi pour le téléchargement des cartes. Voilà, je pense qu'on a fait le tour des fonctionnalités de visualisation des parcours. On va revenir ensuite plus tard sur la fiche parcours pour vous montrer comment on lance un parcours lorsqu'on est sur place, c'est-à-dire pour démarrer un guidage sur le parcours. Mais on va faire une petite pause pour voir un peu les autres cartes. Et pour ça, on va aller faire un tour en montagne. Donc, je vous propose qu'on utilise la fonctionnalité de recherche, non pas pour rechercher un parcours, mais pour aller, par exemple, dans un coin que j'aime bien dans les Pyrénées. Donc là, la recherche est faite. Il n'y a pas de parcours cyclable dans ce coin-là. C'est pas grave. Alors là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser le bouton qui se trouve en haut à gauche, qui va nous permettre simplement de retrouver ce point. Hop, voilà, on est là. Et donc là, on va vous montrer un peu les autres fonds de carte, les autres données que l'application propose et qui sont très utiles, notamment dans les zones montagneuses. Donc là, on a vu qu'on est sur le plan IGN. Donc c'est une carte qui, comme vous le voyez, va afficher toutes les routes, les chemins et les sentiers, et également les courbes de niveau, la végétation. Donc vraiment beaucoup d'informations qui sont utiles à la fois en ville, en périurbain et en montagne. Grâce au sélecteur de cartes donc, qui se trouve en haut à droite, on va pouvoir basculer sur un autre fond de carte. Donc, par exemple, on a vu tout à l'heure qu'on avait les photos aériennes. Là, on va passer sur les cartes topographiques. Donc, on va commencer par la carte multi-échelle. Donc, pourquoi multi-échelle? Tout simplement parce que si je dézoome, vous voyez que le niveau d'information est différent. En fait, cette carte provient d'une carte qui est à une échelle différente. Et si je dézoome encore, vous voyez que l'affichage est davantage simplifié, ce qui permet d'avoir une carte très lisible à tous les niveaux de zoom. Si je rezoome, là vous voyez qu'on arrive sur la carte au 25 millième, donc l'équivalent des cartes top 25 ou série bleue. Et si je continue de zoomer, on va en fait revenir sur plan IGN, parce que c'est la carte IGN la plus précise pour voir les informations voilà, à un niveau de zoom extrême. On voit même le cadastre, vous voyez les parcelles cadastrales dans cette zone. Mais
parfois, on a envie de rester sur cette carte topographique. Donc, c'est ce que nous permet la carte Top 25. Donc, c'est le choix suivant, ici. Ça va nous permettre, à tous les niveaux de zoom, vous voyez, là, je dézoome, mon affichage reste la carte au 25 millième. Alors, au bout d'un moment, elle devient illisible, mais l'avantage, c'est que j'ai un affichage qui est uniforme et qui va le rester si je zoome davantage. L'application propose également des cartes historiques. Donc, vous pouvez vous amuser à comparer les cartes actuelles avec les cartes plus anciennes, donc du milieu du XXe ou du milieu du XIXe siècle. Donc là, vous voyez qu'on est sur des cartes beaucoup moins précises et détaillées, mais qui ont un intérêt historique qu'il est toujours amusant de regarder. L'application propose également des cartes aéronautiques pour les amateurs de parapente ou d'aviation légère. On va voir aussi que l'application propose des cartes pour l'Espagne. Et là, vous voyez qu'on a des cartes topographiques pour l'Espagne. On a la même chose pour la Suisse. Et j'en profite pour vous montrer également donc, les cartes OpenStreetMap, donc les cartes collaboratives, qui sont disponibles pour le monde entier. Et là, vous voyez que, par exemple, pour l'Espagne, on va retrouver donc une carte avec les ombrages du relief, des courbes de niveau, des sentiers avec leur balisage, des informations sur la végétation, etc. Après, vous voyez que l'affichage est très différent par rapport aux cartes IGN, mais une partie de l'information existe tout de même et ça permet de nous dépanner lorsqu'on passe la frontière ou lorsqu'on se rend dans un autre pays, puisque l'application va rester fonctionnelle. On va parcourir maintenant les autres données qu'on peut afficher au-dessus des cartes. Tout ce qui se trouve sous les petites vignettes, ce sont les couches que l'on peut afficher en superposition. Donc, on va les voir une par une. On va commencer par le réseau mobile d'urgence. Donc, c'est une couche que la société Ubicarta a compilée à partir des données de téléphonie, des cartes de couverture, en fait, des opérateurs de téléphonie qui sont mises à disposition par l'ARCEP et qui va nous indiquer, en fait, tout simplement, les zones dans lesquelles aucun opérateur ne capte. Donc, toutes les zones en orange sont des zones où au moins un opérateur a du réseau et les zones blanches, comme on a ici au centre, sont des zones à partir desquelles, a priori, on ne pourra passer aucun appel. Sachant que dans les zones oranges, vous ne pourrez appeler que le 112 si votre opérateur ne capte pas. Mais vous avez au moins la possibilité d'appeler les secours. De la même manière, juste à côté, on voit qu'on a un autre interrupteur qui nous donne accès donc, aux cartes de couverture des opérateurs français. Donc cette couche-là, elle doit être téléchargée la première fois que vous l'activez. Donc là, ça y est, le téléchargement a été fait, elle va être affichée, alors que la couche des appels d'urgence est incluse dans l'installation de l'application. La couche de couverture d'urgence, c'est une fonctionnalité de sécurité que nous avons voulu rendre disponible à tous, même s'ils n'ont pas pensé à la télécharger, et ce, même dans la version gratuite de l'application. Donc là, de la même manière, donc là, j'ai la carte de couverture de l'opérateur qui est affichée sur toute la France, et je vais savoir comme ça, à l'avance, si je me rends, je vais randonner dans cette zone, ben je sais qu'a priori, je n'aurai pas de réseau sur toute cette partie-là, et de la même manière, lorsque je suis sur le terrain, je vais pouvoir afficher cette information afin de rejoindre un endroit d'où je vais pouvoir passer un appel, par exemple. Sachez que toutes ces couches en superposition, vous pouvez les superposer entre elles. Donc là, par exemple, je vais activer également la carte des pentes. Voilà, c'est possible de le faire. Après, ça alourdit un petit peu l'affichage, ça rend l'appli un petit peu moins réactive. Donc nous, on vous conseille de les activer une par une. Donc là, la couche que je viens d'activer, c'est la carte des pentes. Donc vous voyez que c'est une couche en superposition qui va mettre en évidence avec les 4 couleurs que vous voyez ici, donc le jaune, le orange, le rouge et le violet, les zones avec les pentes les plus raides. Donc c'est une couche qui est très utile pour les activités d'hiver, donc le ski de randonnée ou les raquettes, puisque ça va nous indiquer les zones les plus dangereuses, les plus propices aux avalanches, et donc ça peut nous permettre de planifier une sortie en tenant compte de ces pentes très raides. Évidemment, il faut aussi tenir compte des bulletins d'avalanche, mais voilà, en tout cas, ça donne une information supplémentaire. Avec le bouton, du coup, en bas à gauche de la carte, on va pouvoir ouvrir la légende. Donc là, on voit qu'on a à la fois la légende de la carte IGN et, en partie droite,
la légende de la carte des pentes. On propose également une couche spécifique pour les activités neige qui s'appelle OpenSnowMap. Donc là, par exemple, je sais qu'il y a une station de ski pas très loin. Donc là, vous voyez tout ce qui s'affiche au-dessus de la carte. Par exemple, si je me mets sur les photos aériennes, ça va être très évident. Tout ce qui s'affiche au-dessus provient de cette couche-là. Donc ça nous indique les remontées mécaniques, les pistes de ski, mais également des parcours raquettes, ski de fond ou même ski de rando. Donc c'est une couche qui est utile pour l'hiver. On a également la possibilité d'afficher la carte des routes et des sentiers au-dessus des photos aériennes. Donc là, on se retrouve sur une carte un peu hybride qui nous permet d'y voir un peu plus clairement sur ces photos aériennes. Également, un quadrillage qui s'appelle DFCI, donc, qui vise à protéger donc les forêts des incendies. Et on retrouve aussi sur ce calque-là les points de rencontre des secours en forêt qui sont affichés en rouge, qui nous permettent donc de repérer ces points et donc on peut les communiquer aux secours. C'est là où les secours vont pouvoir intervenir et s'organiser. On propose également les zones de restriction de vol des drones. On va afficher la légende. Donc on a des zones où la hauteur de vol est limitée et d'autres où le vol est totalement interdit, donc notamment au-dessus des zones habitées, le vol est interdit. Donc, enfin, la carte des parcelles cadastrales que vous pouvez afficher au-dessus de n'importe quelle carte. Et tout dernier rajout à l'application, ce sont les traces de randonnée hivernale. Donc là, on n'est plus trop dans la saison, mais on va quand même vous montrer à quoi ça ressemble. Donc pour l'instant, ces traces ont été ajoutées uniquement pour les Alpes. Donc c'est tous les tracés que vous voyez ici en orange, avec en pointillé les zones, les passages délicats ou à pied, et qui sont donc des parcours de ski de randonnée ou raquettes qui ont été tracés à nouveau en collaboration avec la Fondation Petzl afin de venir améliorer, corriger les traces qu'on a l'habitude de voir en bleu sur les cartes IGN et qui vont donc être complétées. Vous voyez, là, on a une trace qui est totalement nouvelle. Donc voilà, les traces orange, elles sont oranges pour l'instant, mais un jour, elles seront probablement bleues puisqu'elles viendront remplacer les traces bleues. Donc elles viennent corriger ou compléter les tracés de ski de randonnée qui existent déjà sur les cartes IGN. Je désactive cette couche-là. Et on va voir maintenant le téléchargement des cartes. Toujours depuis le sélecteur de cartes, on retrouve un bouton bleu ici, télécharger une carte, qui va nous permettre donc soit de télécharger la carte de la zone qu'on est en train de visualiser, soit de lancer une recherche. Donc, par exemple, si je veux revenir à l'endroit où j'étais, je reclique sur l'Esquin. On voit que je suis de nouveau positionné dans la zone de l'Esquin. Je vais pouvoir sélectionner précisément la zone de carte qui m'intéresse. Et ensuite, je vais pouvoir valider cette zone afin de donner un nom à mon téléchargement. Si je veux garder une trace et ne pas la confondre, je vais lui donner ce nom-là. Et ensuite, je vais pouvoir sélectionner le ou les fonds de carte qui vont être téléchargés pour cette zone. Donc si par exemple, je veux avoir les cartes Top 25 et les photos aériennes, je vais cocher les deux vignettes correspondantes. Au-dessus, vous voyez qu'il y a un réglage qui s'appelle Super Zoom. Donc ça permet de télécharger davantage de niveaux de zoom. Alors pour certains fonds de cartes, ça ne va rien changer. Par exemple, les cartes au 25 millième, que vous l'activiez ou pas, ça sera le même téléchargement. Par contre, pour les photos aériennes, si vous activez cette option-là, le téléchargement sera plus long et vous aurez accès à davantage de détails. Donc là, pour aller un peu plus vite, on va télécharger sans le super zoom. Je vais lancer le téléchargement. Et une fois que le téléchargement est terminé, je vais pouvoir retrouver cette zone de carte téléchargée en cliquant sur carte téléchargée. Et vous voyez que là, je me retrouve en fait dans données, carte. Depuis cette entrée-là, je vais soit pouvoir cliquer dessus afin de revisualiser la zone, soit, grâce à ce petit bouton-là, aller modifier soit le titre, soit les fonds de carte téléchargés. Donc si par exemple je décide de rajouter le fond OpenStreetMap pour cette zone, on va pouvoir compléter ce téléchargement de cette manière-là. Et on a aussi la possibilité de supprimer le téléchargement. On revient sur notre carte et on va voir maintenant comment on peut créer un parcours. Donc je vais trouver un point de départ, par exemple ici. Je vais appuyer sur mon bouton bleu et je vais sélectionner créer un parcours. Ici, vous voyez qu'au centre de l'écran, on a une croix rouge qui apparaît.
cette croix rouge va nous permettre de se positionner sur un point de départ. Donc on sait qu'on va partir d'ici. Donc là, la première chose à faire, c'est marquer le point de départ. Donc pour marquer le point de départ, on va appuyer sur ce bouton et ensuite on va se déplacer sur la carte. Vous voyez, je fais glisser mon doigt sur l'écran et je vais pouvoir aller aussi loin que je veux. Mais l'idée, c'est de mettre un point intermédiaire sur les points de passage qu'on souhaite avoir sur notre parcours. Donc là, je vais mettre un premier point intermédiaire ici. Et là, vous voyez que le tracé se fait automatiquement en suivant les sentiers qui sont sur les cartes. Et là, si je ne veux pas aller beaucoup plus loin, je vais faire juste une petite balade. On va dire qu'on va reboucler par ce sentier-là. Après, disons que je veux quand même rester un maximum sur des sentiers balisés. Donc, je vais revenir par ce sentier-là. Et je reviens à mon point de départ pour faire une boucle. Et là, vous voyez que mon parcours est terminé. Si j'ai besoin de modifier les points que j'ai rentrés, je vais pouvoir, grâce à la flèche en bas à gauche, revenir en arrière pour modifier un point intermédiaire. Donc si par exemple, j'avais voulu passer par ce point-là, vous voyez que je peux modifier mon tracé en bougeant les points intermédiaires que j'ai placés sur la carte. De la même manière, si je reviens à mon point d'arrivée, on a la possibilité ici, vous voyez avec ce bouton-là, de supprimer un point. Donc ça permet, si on s'est trompé d'itinéraire à un endroit donné, d'aller supprimer un point et en remettre un autre ailleurs. Lorsqu'on a terminé notre création de parcours, on va la valider pour la sauvegarder avec le bouton en bas à droite. Et là, l'application va nous demander le titre que nous souhaitons donner à ce parcours. On peut mettre boucle autour du refuge. On peut ajouter une description. On peut rentrer une durée, une couleur. Si on veut modifier la couleur du tracé, on va pouvoir le faire à ce moment-là. L'opacité du trait également. La catégorie d'activité. Donc, si on prévoit de faire une rando pédestre, on le laisse tel quel. Sinon, on va pouvoir choisir d'autres catégories et une difficulté. Ensuite, on va pouvoir enregistrer le parcours. Et là, vous voyez que mon parcours est enregistré. Et comme on a vu précédemment, le parcours reste affiché sur la carte. On va voir où on le retrouve aussi dans la section données. Donc là, ce n'est pas un parcours qui a été créé sur la plateforme migelrando.fr, c'est un parcours qui a été créé sur l'application. Et donc, on le retrouve dans ce deuxième dossier, ici. Et on a la possibilité donc d'ouvrir à nouveau la fiche du parcours ou, grâce à ce bouton-là, de le cacher ou le supprimer. On peut également l'activer directement depuis la carte afin d'afficher la fiche parcours. Et donc, on retrouve, comme pour le parcours qu'on voyait tout à l'heure à Bordeaux, donc les cartes IGN correspondantes, les points de départ et d'arrivée, le profil. Donc, on voit qu'on a 350 mètres de dénivelé sur ce parcours, également la longueur du parcours. Et comme pour tous les autres parcours de l'application, vous allez pouvoir l'afficher, le cacher. Les parcours qu'on crée soi-même, on peut également les modifier. On peut à tout moment venir modifier la géométrie du parcours pour faire un parcours différent. On va pouvoir également l'exporter pour l'utiliser sur une autre application, par exemple. On va voir maintenant une fonctionnalité qui est utile lorsqu'on part en randonnée, dans les Pyrénées par exemple. Évidemment, la première chose à faire afin de pouvoir randonner en sécurité, c'est de faire un maximum de préparation. Donc là, ce qu'on vient de faire, le fait de tracer à l'avance, ça va nous permettre d'aller randonner avec plus de sécurité. Pourquoi? Parce que on va connaître la longueur du parcours qu'on souhaite réaliser. À tout moment, on verra notre position sur la carte. Et ce qu'on va permettre aussi de faire grâce à l'application, c'est le guidage. Donc, depuis la fiche parcours, tout en bas, vous avez un bouton pour démarrer le guidage. Donc là, si je le lance, vous voyez, là, l'application m'indique que je suis loin du parcours. Donc ça, c'est l'alerte de sortie de parcours qui va s'activer automatiquement lorsque je m'éloigne de mon parcours. Pour arrêter le guidage, vous avez ici le bouton bleu au-dessus du profil de dénivelé. Et vous avez également la possibilité, donc grâce au bouton description, d'aller voir la description du parcours pendant que vous faites un guidage. Ici, sur le profil, vous avez un bouton pour arrêter le son qui est émis par l'alerte de sortie de parcours. Et donc voilà, comme je disais, on peut arrêter le guidage grâce à ce bouton-là. L'autre fonctionnalité qu'on peut utiliser en randonnée, c'est l'enregistrement.
Donc ça, c'est pas une nécessité évidemment, mais ça permet, dans certains cas où on n'a pas préparé un parcours à l'avance, on va pouvoir faire un enregistrement, on appuie dessus. La première fois qu'on va lancer un enregistrement, l'application va nous demander de faire un ou deux paramétrages qui sont nécessaires au bon fonctionnement de l'enregistrement lorsque l'application est en arrière-plan ou lorsqu'on a l'écran éteint. Donc là, par exemple, il s'agit d'appuyer sur ce bouton bleu au centre afin de permettre à l'application de fonctionner en arrière-plan. Et une fois que ce paramétrage est fait, on peut lancer l'enregistrement de parcours. Et là, vous voyez que l'application recentre automatiquement sur ma position. Et j'ai un petit panneau qui apparaît en bas de la carte qui va m'indiquer d'abord la distance parcourue, la durée d'enregistrement et les dénivelés positifs et négatifs. Ce panneau-là, on peut le déployer vers le haut. Et là, on retrouve plus d'informations. Donc là, on retrouve par exemple la vitesse actuelle, la vitesse moyenne et l'allure, les dénivelés de nouveau et l'altitude actuelle et les altitudes maximales et minimales. En bas à droite, la distance parcourue, les coordonnées. En bas à gauche, on a 3 durées différentes. Donc ici, on a la durée hors des pauses, c'est-à-dire que si je mets en pause mon enregistrement en appuyant sur le bouton bleu ici, cette durée va être arrêtée. On a la durée en déplacement, donc là, comme je ne me déplace pas, cette durée reste à 0, et la durée totale qui va m'indiquer la durée totale de mon enregistrement. De la même manière que pour la création de parcours, lorsque je vais vouloir sauvegarder mon enregistrement, je vais appuyer sur le bouton arrêter, ici, et je vais pouvoir donner un titre, une description, etc. pour mon parcours. Je vais vous montrer de nouveau la fonctionnalité de guidage sur un parcours qui passe par ma position. Donc là, je vais par exemple tracer un parcours qui passe dans ma rue. Voilà. Je vais l'enregistrer. Et là, vous allez voir que si je lance un guidage sur ce parcours, l'application va m'indiquer que je suis bien sur mon parcours, que j'ai parcouru 345 mètres et qu'il me reste 925 à parcourir. Et j'aurai aussi une indication de mon altitude actuelle. Et vous voyez que, contrairement à tout à l'heure où on était loin du parcours, ici, on n'a pas d'alerte de sortie de parcours qui s'affiche. Ensuite, une autre fonctionnalité qui est très utile lorsque vous partez en randonnée et vous partez seul, par exemple, ou en tout cas, vous voulez indiquer à quelqu'un où vous vous trouvez, est le partage de position. Donc, le partage de position, vous voyez que c'est un raccourci en fait pour aller dans la section profil compte de l'application. Donc, tout ce qui concerne le partage de position se passe ici. Donc ici, j'ai une liste de personnes qui peuvent suivre ma position. Donc si je souhaite ajouter une nouvelle personne, je vais appuyer sur ce bouton-là et renseigner l'adresse mail de son compte IGN Rando. Ensuite, si je veux envoyer ma position à ces personnes, je vais activer ici l'interrupteur. Je vais définir une fréquence d'envoi et une désactivation automatique. Donc on voit que la fréquence d'envoi va de 30 secondes à 30 minutes et la désactivation automatique entre 1 heure et 48 heures. Je vais également pouvoir renseigner mon statut et dès que cet interrupteur est activé, tous mes amis peuvent voir ma position sur leur carte. De la même façon, je vais pouvoir suivre moi-même mes amis en activant ici le suivi des personnes. Et donc là, vous voyez que j'ai une autre liste de personnes. Donc, ce n'est pas forcément les mêmes personnes qui sont dans les deux listes. C'est à moi de créer ma liste de personnes qui suivent ma position et la liste des personnes dont je peux voir la position. Et là, par exemple, si je veux voir où se trouve Alexandre, je vais pouvoir cliquer sur sa vignette. Donc là, je vois que la dernière position connue est très ancienne, donc elle ne correspond pas à sa position actuelle. Mais en tout cas, j'ai la possibilité de voir où se trouvait Alexandre la dernière fois qu'il a envoyé une position. Et de cette manière-là, vous pouvez suivre la position de plusieurs personnes, donc en activant cette fonctionnalité. Les dernières fonctionnalités que nous souhaitions vous présenter, donc c'est la création des points d'intérêt. Comme pour le parcours, on a une petite croix rouge qui s'affiche au centre de l'écran. On la positionne là où on souhaite marquer un point d'intérêt et on appuie ici sur le bouton bleu. Je vais pouvoir modifier le titre de mon point d'intérêt et j'ai également la possibilité de rentrer une description. Dès que le point d'intérêt est enregistré,
Donc, comme pour les parcours, il va s'afficher en permanence sur la carte et on va pouvoir le retrouver dans la section Données, l'onglet Points d'intérêt et Points d'intérêt sur l'application. Pour ceux qui se souviennent, on a vu tout à l'heure que le parcours que nous avions trouvé sur la recherche était créé par Gironde Tourisme. Donc, je vous ai parlé de l'auteur Gironde Tourisme et de sa communauté. Donc là, on va voir rapidement en quoi ça consiste. Donc, il suffit en fait de cliquer sur le texte de Gironde Tourisme. Et là, vous voyez que je me retrouve avec la fiche de la communauté. Et à partir de cette fiche, je vais pouvoir afficher tous les parcours qui ont été créés par Gironde Tourisme. Donc là, on retrouve des parcours sur tout le département. Donc, ce qui est intéressant avec les communautés, c'est que vous allez trouver beaucoup de départements en fiche du tourisme, des parcs nationaux. Donc là, si je vais dans Données, communautés, donc moi, j'avais déjà Gironde Tourisme dans mes communautés suivies. Et on a également une liste de communautés suggérées qu'on met à jour de temps en temps. Donc, ici, on met en avant certaines communautés. Et sachez que vous pouvez vous-même créer des communautés sur le site hygiènerando.fr. Donc, si vous voulez partager vos parcours avec plusieurs personnes, la meilleure façon de le faire, c'est en créant une communauté et en la partageant avec vos amis, avec les gens avec qui vous voulez partager ces informations. Quelques petites précisions sur les parcours et l'organisation qu'on peut faire dans l'application. Donc ici, vous voyez que dans ma liste de parcours, j'ai 2 parcours qu'on a créés ensemble sur l'application. Si vous en avez 10, 20, 100, ça peut vite devenir difficile de s'y retrouver. Donc on a imaginé une fonctionnalité de classement dans des dossiers. Donc là, vous voyez que grâce à ce bouton, j'ai la possibilité de créer un dossier. Et ensuite, en faisant un appui prolongé, je peux sélectionner un ou plusieurs parcours et aller le déplacer dans un dossier. On a également la possibilité d'importer des parcours dans l'application, ou vous pouvez aussi ouvrir des parcours avec l'application. Donc, si par exemple quelqu'un vous envoie un parcours par mail, il suffit de cliquer sur la pièce jointe et ensuite le téléphone va vous proposer d'ouvrir le parcours avec Hygiène Rando. Pour terminer, et avant de passer aux questions, on va faire un petit récapitulatif des fonctionnalités qui sont présentes dans la version gratuite de l'application et des fonctionnalités qui sont présentes dans l'abonnement. Parmi les fonds de carte, la version gratuite propose la carte plan IGN, les photos aériennes et les cartes collaboratives OpenStreetMap, ainsi que les cartes pour l'Espagne et la Suisse. Et comme on a vu tout à l'heure, la couche du réseau mobile d'urgence qui permet d'appeler le 112 et la couche OpenSnowMap. Donc toutes les autres cartes vont être dans l'abonnement, ainsi que le téléchargement des cartes qui va également être uniquement proposé dans l'abonnement. Ensuite, la seule autre distinction entre la version gratuite et l'abonnement, ça va être au niveau de la création de parcours. Donc là, dans la version gratuite, vous allez pouvoir créer des parcours en point par point. Donc vous aurez uniquement accès à cet outil-là, qui permet donc de créer des parcours en suivant manuellement les sentiers, par exemple, qui se trouvent sur la carte, alors que l'abonnement va vous permettre de suivre automatiquement les routes et les chemins afin de tracer plus rapidement. Voilà, l'abonnement, il est proposé à 16,99 € par an. Vous pouvez souscrire directement depuis l'application grâce au bouton s'abonner. Et donc, c'est un abonnement à renouvellement automatique à échéance, sachant que vous pouvez le désactiver à tout moment et qu'il restera actif pendant l'année d'abonnement. J'en profite pour vous parler aussi de l'aide, du guide pratique de l'application. Donc, vous avez accès à ce guide pratique directement dans l'application, dans la section Profil Aide. Sachez que vous pouvez également nous écrire directement depuis l'application. À partir de la section à propos, vous avez un bouton Contacter le support ici. On va passer maintenant aux questions. Bonsoir à tous. Je prends la parole pour faire un petit résumé des questions. Déjà, on reçoit plein de cœurs, de pouces levés, d'applaudissements. Donc, ça fait plaisir. Vous êtes toujours très nombreux à être connectés. Donc, voilà, on est ravis. Donc, quelques questions. Est-ce que tu peux nous redire comment exporter un fichier GPX et comment importer un fichier GPX? On va montrer différents cas de figure, sachant que on peut exporter en GPX à la fois des parcours, mais aussi des points d'intérêt. Donc là, je vais prendre par exemple
le parcours qu'on avait créé tout à l'heure au niveau du refuge. Donc, je me repositionne à ce niveau-là. Ça se passe toujours depuis la fiche parcours, grâce au bouton en bas à droite et grâce au bouton exporter le parcours. Et là, vous voyez qu'on a 3 choix différents. Le premier, là, c'est surtout utile si on exporte plusieurs parcours à la fois. Le deuxième, c'est le fichier GPX, c'est le choix par défaut et c'est peut-être plus commun pour partager un parcours. Lorsque je vais exporter mon fichier GPX, l'application va me demander de quelle manière je veux l'envoyer. Donc là, je choisis un client mail ou messagerie, sachant que il est aussi possible d'exporter directement depuis la liste des parcours, donc en sélectionnant, donc par exemple, j'ai un petit bouton ici pour sélectionner. Si je sélectionne un seul parcours, je vais exporter uniquement ce parcours, mais là, j'ai la possibilité d'exporter plusieurs parcours à la fois, et même un dossier, plusieurs dossiers, etc. Donc là, du moment que j'exporte plusieurs données à la fois, ça devient plus intéressant, si je veux garder les fichiers séparés, d'utiliser le format zip. Et par contre, je peux également exporter un fichier unique, mais qui va contenir du coup tous les parcours que j'ai sélectionnés. Donc là, attention, certaines applications ne sont pas compatibles avec ce format-là, c'est-à-dire que les applications s'attendent à trouver un seul parcours dans le fichier GPX, et donc si on en met plusieurs, il se peut que ça ne fonctionne pas bien. Ensuite, pour vous montrer comment importer, on a le bouton importer ici qui va nous permettre d'aller voir les téléchargements. Donc on va montrer ça différemment. Je vais revenir sur mon application de messagerie. On va voir qu'ici, si je clique sur mon GPX, le téléphone va me proposer d'ouvrir le GPX avec l'application Hygiène Rando. Donc là, j'ai juste à cliquer dessus et l'application me propose de l'importer. Et si j'avais sauvegardé le parcours dans mes téléchargements, là, je vais pouvoir utiliser le bouton Importer qui se trouve dans l'application et aller chercher le téléchargement dans le dossier correspondant du téléphone et l'importer. Alors, est-ce que tu peux aussi nous faire un point rapide, parce que là, c'est une présentation sur l'application, hein, on l'a dit, c'était le titre de l'atelier, mais est-ce que tu peux nous refaire un point peut-être sur la synchronisation entre le site hygiènerando.fr et l'appli, comment ça se passe et les bons réflexes à avoir? On va lancer le site internet rapidement. Donc là, je vais me connecter de la même façon que sur l'application. Donc là, je vais prendre un parcours au hasard sur la carte. Allez, on va dire près de Bergerac. Je vais ouvrir la fiche parcours. Donc là, le téléphone me propose d'ouvrir directement le parcours avec Hygiène Rando. Mais on va dire que si je suis sur un ordinateur, par exemple, je n'ai pas cette possibilité-là. Donc, je vais plutôt ouvrir la fiche parcours. Et donc, c'est en ajoutant en favori qu'on va pouvoir synchroniser un parcours qu'on a trouvé sur la recherche sur le site vers l'application. Et par contre, pour ceux qui ont déjà créé des parcours eux-mêmes sur le site, sachez que tous les parcours que vous avez créés, vous les retrouvez ici dans la liste de mes parcours, et que tous ceux qui sont en publié, pas en brouillon, mais en publié, vous les retrouvez automatiquement sur l'application. Donc là, on va voir si je récupère bien le parcours que je viens de mettre en favori. Donc, en tout cas, tous les parcours qui ont été créés par vous ou par quelqu'un d'autre sur la plateforme se retrouvent dans ce dossier-là. Ici, je vais aller voir mes favoris. Et donc là, le deuxième parcours, c'est celui qu'on vient de mettre en favori sur le site. Donc, il a bien été récupéré sur l'application. Donc, je vais pouvoir ouvrir directement la fiche parcours. Et dès lors que j'ouvre la fiche parcours, le parcours est téléchargé sur mon téléphone. Donc, je n'ai plus besoin de me soucier de est-ce qu'il est bien sauvegardé ou pas. Là, vous allez voir qu'il est immédiatement disponible. Et je retrouve aussi ici dans le filtre mes parcours, tous les parcours que j'ai créés, peu importe s'ils sont mis en favori ou pas. Donc là, dans les parcours que j'ai créés, certains sont en favori, certains ne le sont pas, mais en tout cas, je les retrouve de cette manière-là. Et là, voilà, comme je vous disais, donc le parcours qu'on a trouvé près de Bergerac, il apparaît ici dans les parcours téléchargés. Sachant que, j'ajoute qu'il est possible, depuis l'application, donc depuis une fiche parcours, d'envoyer un parcours sur le site hygiènerando.fr. Donc là, si je fais ça, voilà, j'ai mon parcours qui a été envoyé. Et ensuite, en allant de nouveau sur le site internet, donc là, il a été créé en brouillon. Donc là, j'ai 6 brouillons. Normalement, si je rafraîchis la page, il va en avoir un 7e qui va apparaître.
Voilà, j'ai un 7e parcours brouillon qui a été ajouté. Et donc, vous pouvez de cette manière-là faire des enregistrements, par exemple, avec votre téléphone, envoyer les parcours sur le site Internet et ensuite les retravailler pour les enrichir, les corriger, etc. Alors Angelo, on a plusieurs questions sur la modification des parcours une fois créés et comment, par exemple, on peut modifier des points intermédiaires sans avoir besoin de tout réeffacer. Enfin bref, si tu peux nous montrer la modification de parcours, s'il te plaît. Alors, on va voir que c'est un peu différent en fonction du type de parcours. Et quand je dis le type de parcours, ça dépend comment le parcours a été créé. Voilà, donc quand je fais modifier un parcours, j'ai la possibilité de modifier le tracé. Donc là, on est revenu sur le parcours qu'on a créé à Bordeaux. Donc là, je suis en mode modification. Donc là, je suis sur le dernier point du parcours. Donc à partir du dernier point, je peux par exemple effacer les derniers points qui ont été rentrés. Si ce n'est pas ce que je voulais faire, on va dire que je remets le dernier point, je peux aller modifier un point intermédiaire. Donc tout se fait avec cette barre de boutons qui se trouve en bas de l'écran, qui me permet de me déplacer d'un point de contrôle à un autre. Donc là, on n'en a que 3 hein, sur ce parcours-là. Mais en tout cas, si je veux modifier le point intermédiaire, parce qu'il n'y en a qu'un, je vais me placer dessus et je vais déplacer la carte afin de définir un nouveau point intermédiaire. Donc ça, c'est la manière dont on modifie un parcours qui a été créé avec la saisie guidée. Par contre, si je reviens ici sur mon... Hop, je vais réimporter le parcours autour du refuge. Là, normalement, je vais pouvoir le modifier. Voilà. Et là, comme c'est un parcours que j'ai importé, en fait, on a perdu l'information des points intermédiaires qui ont été créés avec la saisie guidée. Et là, je suis obligé, en fait, sur un parcours importé ou un parcours enregistré, de déplacer ou supprimer les points un par un. Donc là, nous, ce qu'on a fait pour que ça puisse être quand même un petit peu plus convivial, un peu plus rapide, c'est que, par exemple, ce qui arrive souvent, c'est qu'on fait un enregistrement en montagne, on enregistre pendant 3 heures, on finit la randonnée, on arrive à la voiture, on part avec la voiture, on oublie d'arrêter l'enregistrement, et donc souvent, on a envie d'effacer quelques kilomètres qu'on a fait en voiture et qui n'ont rien à faire dans notre enregistrement. Et donc là, ce qu'on a imaginé comme fonctionnalité, c'est que à partir du dernier point, avec le bouton de suppression, en fait, vous le gardez appuyé et ça va permettre d'effacer assez rapidement plusieurs dizaines de points. Donc là, vous voyez que j'ai supprimé un grand nombre de points rapidement. Et voilà, par exemple, si j'ai envie de modifier le tracé de ce parcours, je vais pouvoir le faire ensuite de cette manière-là. Et sachant que vous pouvez vous déplacer également rapidement le long d'un parcours en restant appuyé sur les flèches de déplacement. Merci beaucoup pour toutes ces explications. On a, pareil, pas mal de questions qui se recoupent, etc., mais sur l'utilisation de l'application à l'étranger, en dehors de la France. Donc, est-ce que tu peux nous parler, donc peut-être à la fois des cartes, mais aussi de ce que ça implique en termes de connexion mobile, si on est en Europe ou même en dehors de l'Europe. Enfin, voilà, globalement, comment est-ce que je peux utiliser et est-ce que je peux utiliser l'application IGN Rando hors de France? Ok, donc on a vu tout à l'heure qu'on avait, donc là on est dans les Pyrénées, donc j'en profite pour remontrer les cartes topographiques pour l'Espagne, donc qui sont des cartes assez précises, un petit peu moins précises que les cartes IGN sur la France, mais voilà, qui ont quand même le mérite d'exister et qui sont utiles parce qu'elles voilà, elles apportent des informations sur la toponymie qu'on ne va pas forcément retrouver sur les cartes mondiales, donc les cartes OpenStreetMap. On a également donc, si vous voulez, pour comparer, en gros, pour simplifier, sur les cartes topographiques, on va retrouver plus d'infos sur le relief, la toponymie, etc. Et sur les cartes OpenStreetMap, vous voyez, on n'a pas la toponymie, mais en contrepartie, on va retrouver un peu plus de sentiers en général. Et par contre, pour la Suisse, où nous proposons les cartes de Suisse Topo, là, c'est vraiment des cartes qui sont très, très précises.
Donc, a priori, si vous randonnez près de la frontière suisse ou en Suisse, on vous conseille d'utiliser ces cartes-là parce qu'elles sont vraiment très précises. Donc, de la même manière qu'on peut télécharger les cartes hygiène pour la France, on a également la possibilité, donc grâce au téléchargement de cartes, de télécharger les cartes de la Suisse ou de l'Espagne ou les cartes mondiales OpenStreetMap. Donc, en fin de compte, l'application, pour la partie affichage cartographique, enregistrement de parcours, importation de parcours, etc., elle va fonctionner exactement de la même façon à l'étranger. Par contre, ce que vous n'aurez pas hors de France, c'est la recherche de parcours, parce qu'il y a très peu de parcours à l'étranger, et la saisie guidée qui, pour l'instant, fonctionne uniquement en France. Puisqu'Alexandre l'a mentionné, du coup, quelques précisions sur le roaming téléphonique à l'étranger. Donc, dans tous les États de tous les pays de l'Union européenne, normalement, tous les forfaits proposent quelques gigas de données dans ces pays-là. Par contre, si vous sortez de l'Union européenne, même dans d'autres pays d'Europe, on se retrouve très vite avec du hors forfait avec la majorité des forfaits français. Donc voilà, si jamais vous allez dans un pays un petit peu exotique, vous allez randonner en Albanie ou même en Andorre pour certains forfaits, on vous conseille vivement de télécharger les cartes à l'avance pour éviter d'utiliser des données mobiles lorsque vous serez sur place. Petite précision aussi, hein, parce que j'ai vu passer la question là à l'instant et c'est forcément une interrogation que certains ont. Lorsque vous êtes à l'étranger ou même lorsque vous êtes en France, vous pouvez toujours mettre le téléphone en mode avion, c'est-à-dire que le GPS, vous allez voir que pour fonctionner, il n'a pas besoin d'Internet. Donc là, je vais pouvoir mettre mon téléphone en mode avion et vous allez voir que le fait de mettre le téléphone en mode avion, ça ne va pas du tout désactiver l'affichage de ma position. Donc, vous voyez que ma position est affichée et ça marche également dans tous les pays du monde. Et on peut voir ici que, par exemple, sur une zone où j'ai une carte téléchargée, bah, la carte est affichée grâce à mon téléchargement, ma position est affichée grâce au GPS, et donc je peux me passer de connexion Internet et de téléphonie lorsque j'ai fait ça. Est-ce qu'on prend encore des questions? Je vois qu'il y a encore du monde connecté. Il y a encore 280 personnes. Vous êtes très, très nombreux ce soir. Enfin, au pic de la soirée, vous étiez plus de 500. Donc, encore 280 personnes. Moi, je propose qu'on continue à prendre des questions. Et puis, pour ceux pour qui ça fait trop long ou qui avaient d'autres obligations, bon, eh bien, tiens, une personne en plus qui vient de se connecter. Vous pouvez évidemment arrêter. Est-ce que peut-être tu peux nous remontrer comment est-ce qu'on affiche des parcours quand on fait une recherche, comment ensuite on les affiche, et peut-être parce que je suis pas sûr d'avoir compris les questions qui sont quand même beaucoup revenues là-dessus. Donc comment est-ce qu'on affiche à partir d'une recherche, et peut-être aussi comment est-ce qu'on affiche et cache un parcours sur la carte, un parcours qu'on aurait créé, comment on peut le cacher, l'afficher, qui sont deux choses différentes, mais vu qu'il y avait des questions autour de l'affichage, comme ça on couvre les deux. Donc je commence par la fonctionnalité afficher et cacher. Donc là, on a un parcours qui est affiché. On a déjà la possibilité, si on veut regarder que la carte, on a la possibilité de cacher tous les parcours, tous les points d'intérêt et toutes les personnes qui apparaissent sur ma carte. Donc ça, c'est l'interrupteur général. On a ensuite la possibilité, pour un parcours, donc celui-là par exemple, de le cacher de façon individuelle. Donc là, vous voyez, le parcours a disparu. Et si je veux l'afficher à nouveau, je vais devoir cliquer dessus. Ça va l'afficher. Et si je veux qu'il s'affiche en permanence, je vais devoir réactiver l'affichage du parcours sur la carte. De cette manière-là, même quand je ferme la fiche parcours, le parcours reste affiché. Donc voilà, si un parcours est caché, on peut quand même l'afficher en accédant à sa fiche. Et si cet interrupteur est désactivé, de la même manière, je vais pouvoir aller activer un parcours et le visualiser.
Une autre question, je crois, que j'ai reçue par écrit, c'est montrer la différence sur le téléchargement des cartes qu'on a entre les versions Android iPhone. Donc, si vous voulez, on peut voir ça très rapidement. Donc là, pour télécharger une carte, bah, pour le coup, c'est exactement pareil. Sélecteur de carte et ensuite télécharger une carte. Et là, j'ai mon rectangle de zone qui s'affiche. Donc, je peux le déplacer, le redimensionner, etc. Je valide la zone. Je sélectionne le ou les fonds de carte que je veux télécharger. Je télécharge. Ensuite, donc, que ce soit sur la version iPhone ou Android, toutes les cartes téléchargées vont s'afficher automatiquement. Vous n'avez pas d'action à faire de votre côté pour les afficher. Donc, si vous êtes connecté à Internet, tout ce qui est en mémoire va être affiché depuis la mémoire du téléphone. Tout ce qui n'est pas en mémoire va être affiché depuis Internet. Et ensuite, hop, voilà, je pense qu'on voit mieux comme ça. Donc mes cartes téléchargées, comme sur la version Android, on va les retrouver ici. Et là, effectivement, il y a une petite particularité, c'est que lorsque je clique dessus, j'ai la possibilité d'ajouter ou de supprimer des fonds de carte. Donc si je supprime tout, ça va me permettre de supprimer mon téléchargement. Si j'ajoute un fond de carte, bah, ça va télécharger un nouveau fond de carte. Et si je ferme ici cette fenêtre, en fait, on est ramené sur la zone sur laquelle on a téléchargé la carte. Donc là, vu qu'on était déjà dessus, c'est pas très parlant. Mais en gros, si je me déplace, le fait de cliquer sur une carte, hop, ça me ramène au niveau de cette carte, au niveau de l'emprise de cette carte. Voilà, peut-être une ou deux dernières questions. Oui, alors peut-être sur une question qui est revenue souvent, parce que tu peux nous rappeler les paramétrages, peut-être les deux paramétrages, deux ou trois paramétrages essentiels à faire pour l'enregistrement, pour éviter d'avoir des enregistrements en ligne droite, par exemple. Ouais. Il y a des paramétrages qui sont importants, donc si tu peux les montrer. Donc, première chose, sur tous les appareils, ne pas utiliser le mode économie d'énergie, parce qu'il va, le fait de l'activer, ça va mettre très rapidement l'enregistrement en pause, enfin, ça va mettre l'application en veille, donc ça va arrêter l'enregistrement. Ensuite, là, on va voir sur la version iPhone, alors on ne peut pas voir tout ce que nous affiche le téléphone, mais en gros, la première fois qu'on lance l'appli, il nous est demandé de donner l'autorisation à l'application d'utiliser la position. Et la première fois qu'on lance un enregistrement, l'application nous demande si on autorise l'application à toujours autoriser. Mais voilà, en gros, il faut donner l'autorisation de toujours autoriser l'accès à la position, sachant que normalement, c'est un paramétrage qu'on peut aller vérifier par la suite dans Profil, Paramètres, dans Paramètres système je montre maintenant sur Android. Donc là, les paramétrages sont déjà faits, mais on va pouvoir quand même les vérifier toujours dans Profil Paramètres. Donc soit dans Paramètres système, soit juste en dessous, on a la possibilité ici de voir quel type d'accès à la position on a donné à l'application. Donc, par exemple, là, c'est bien la position exacte, donc c'est ce qui est nécessaire, et on a la possibilité de toujours autoriser. Nous proposons un atelier, pardon, le 13 juin prochain sur la sécurité en montagne, notamment, et puis l'application IGN Rando au service de votre sécurité. C'est un atelier qu'on propose en partenariat avec le peloton de gendarmerie de haute montagne, le PGHM, qui sont donc un des acteurs principaux du secours. Donc, on va vous renvoyer le lien d'inscription à cet atelier, un atelier un peu plus expert. En tout cas, maintenant que vous avez fait celui d'aujourd'hui, ça vous permettra de suivre plus facilement celui du 13 juin. Je te repasse la parole, Angelo, pour clôturer. Merci beaucoup. Merci aussi à Sébastien, Xavier de l'IGN qui étaient avec nous aujourd'hui et qui nous ont permis à répondre à un maximum de questions. Voilà, donc encore merci pour votre présence et à la prochaine pour ceux qui seront là. Merci beaucoup.